l'évolution de la monnaie. Contrairement à une idée erronée largement répandue, la monnaie n'est pas une création du gouvernement. La monnaie est un phénomène émergent. Il s'agit simplement du bien le plus échangeable sur un marché donné. Robert Breedlove. Regardons cette frise chronologique. Elle nous donne une vue d'ensemble de l'évolution de la monnaie depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. On distingue deux grands groupes, les monnaies physiques et les monnaies numériques très récentes. Chronologiquement, les échanges de valeurs entre humains sont d'abord facilités par les premières formes de monnaie dites primitives qui sont plus tard supplantées par les métaux précieux. Pièces d'or et d'argent finissent par être remplacées dans leur utilisation courante par divers certificats et autres billets adossés sur ces mêmes métaux précieux. Les monnaies dites fiat, décrétées par l'État, font leur apparition et l'on voit aujourd'hui poindre avec Bitcoin l'ère de monnaie basée sur les preuves de travail. Voici un bref aperçu des monnaies primitives. Des outils comme cette pointe de flèche, des denrées alimentaires comme ces grains de céréales ou des collectionnables comme ce coquillage sont les ancêtres de la monnaie. Comme l'explique Nick Szabo dans son ouvrage sur les origines de la monnaie, ces proto-monnaies ont existé bien avant le développement des réseaux commerciaux à grande échelle. Leur usage est bien plus ancien. Ces monnaies prémodernes ont grandement facilité le fonctionnement de petits réseaux de troc en réduisant considérablement le besoin de crédit. Les avancées technologiques, notamment progrès réalisés dans le domaine de la métallurgie, permettent aux humains de développer des formes supérieures de monnaie. Les métaux monétaires s'imposent alors du fait de la difficulté de leur production et de leur rareté prévisible. Les monnaies métalliques sont aussi plus résistantes que les coquillages, les perles et les grains. Toutes ces propriétés leur permettent de conserver une valeur beaucoup plus grande. Avec les métaux précieux, la monnaie gagne en densité de valeur et donc en portabilité. Marquons ici une courte pause dans cette évolution de la monnaie pour examiner une notion importante. Il s'agit d'un indicateur qui permet de mesurer l'abondance d'un métal ou d'une autre marchandise jouant le rôle de monnaie. Cet indicateur, c'est le ratio entre le stock et le flux de cette marchandise. Stock to flow en anglais, abréviation S2F. Et donc, ce ratio S2F se calcule en divisant le stock de la dite marchandise, par exemple le stock en tonnes ou en mètres cubes de tout l'or extrait à un moment T, par la quantité produite, minée, extraite chaque année. Ce que nous explique Dave Dynamos dans son best-seller The Bitcoin Standard, c'est que pour que quelque chose fonctionne comme bonne réserve de valeur, il doit s'apprécier quand les gens le demandent comme réserve de valeur, mais les producteurs de ce bien ne doivent pas être en mesure de gonfler l'offre au point d'en faire baisser le prix. C'est le cas de l'or. Son prix peut augmenter sans qu'immédiatement les mineurs soient en mesure d'augmenter significativement leur production. Mais ça n'est pas le cas du cuivre que l'on pourrait extraire rapidement en très grande quantité si son prix venait à s'apprécier. Et cette augmentation soudaine de l'offre effondrerait rapidement son cours. Pour info, l'or a un ratio stock-to-flow de 62. Au rythme actuel de production, il faudra 62 ans pour doubler le stock existant. On est aux alentours de 22 pour l'argent. On peut ainsi classer les monnaies selon leur dureté. La dureté est déterminée par le niveau de difficulté requis pour produire de nouvelles unités, et donc ce classement évolue sans cesse avec les progrès technologiques. L'amélioration des techniques d'extraction minière modifie la rareté des métaux précieux. On peut imaginer qu'un jour, l'homme disposera des technologies lui permettant d'extraire l'or du fond des océans ou même d'astéroïdes. Bitcoin, en revanche, dont l'émission ne dépassera pas 21 millions d'unités, est la monnaie la plus dure de toutes les monnaies jamais créées. Les sociétés ont naturellement fini par converger vers l'or comme monnaie, sélectionnant ce métal en raison de deux caractéristiques clés.
son indestructibilité et l'impossibilité de le produire à partir d'autres matériaux. L'or pouvait être frappé en pièces et en lingots dont le poids et la pureté étaient standardisés. Avec l'expansion des routes commerciales, le transport de gros volumes d'or est devenu plus risqué. Les billets de banque, échangeables contre de l'or, émis par des banques de confiance, ont constitué une innovation extrêmement pratique. Ces billets se distinguaient des billets à ordre et de la reconnaissance de dette qu'on utilisait déjà depuis des siècles. Les reçus papier étaient des instruments au porteur et pouvaient être librement échangés et rachetés par n'importe qui. Le stockage de l'or dans un coffre-fort ou une banque était un service payant. Cependant, en autorisant ces derniers à prêter votre or, vous étiez payé en retour. Lorsque les dépôts dépassaient les remboursements, il était tentant pour les banques d'augmenter leurs profits en émettant plusieurs billets en tant que prêt contre la même pièce, le même lingot d'or par exemple, en garantie. On parle de banque à réserve fractionnaire. C'est un système dans lequel seule une fraction des dépôts bancaires, l'or dans notre cas présent, est garantie par des liquidités réelles et disponibles pour le retrait. En théorie, cela permet de stimuler l'économie en libérant des capitaux pour les prêts et en théorie, cela peut fonctionner tant que les déposants et les épargnants ne retirent pas leurs dépôts en même temps. C'est bien le problème. Alors que banques et coffres-forts s'engageaient effrontément dans une émission excessive de reconnaissance de dette, pour des montants bien supérieurs à ceux des dépôts, bien de simples chocs économiques pouvaient ébranler la confiance des déposants. La propagation de rumeurs concernant la solvabilité d'une institution pouvait déclencher une ruée parmi les déposants soucieux de retirer leur argent au plus vite. Face à un retrait si massif et si soudain des dépôts, les institutions ayant eu recours excessif à l'effet de levier via le système de réserve fractionnaire se retrouvaient complètement exposées. Une telle ruée bancaire peut attiser des craintes plus systémiques, conduisant à l'assèchement des liquidités et à la paralysie de l'ensemble d'un système financier. Ces ruées bancaires, conséquence logique de cette pratique de réserve fractionnaire, ont donné au gouvernement un excellent prétexte pour mettre fin à l'émission de monnaie par le privé et pour mettre en place leur propre banque centrale nationale. Ils accordèrent à ces dernières le droit exclusif d'émettre des billets de banque, en général garantis par une quantité déterminée d'or, établissant ainsi une monnaie nationale unifiée. Ces banques centrales devenaient alors le prêteur en dernier ressort, capable de fournir des liquidités en cas de besoin et rassurer les citoyens sur la sécurité de leurs dépôts. À la base, le rattachement de la monnaie à l'or fut conçu pour garantir son indépendance vis-à-vis du gouvernement. De ce fait, le lien entre l'or et la monnaie constituait un véritable obstacle pour les gouvernements désireux d'emprunter aux générations futures pour des dépenses immédiates. C'était notamment le cas pour le financement de guerres trop impopulaires pour être financées par une hausse d'impôts. Bretton Woods, c'est cette charmante localité du New Hampshire, aux États-Unis, où se sont noués durant l'été 1944 des accords économiques majeurs dessinant les grandes lignes du système financier international de l'après-Seconde Guerre mondiale. Les deux guerres mondiales avaient en effet laissé en ruine un bon nombre de superpuissances économiques. Les USA contrôlaient alors 2/3 de l'or mondial, résultant des exportations nettes de matériel de défense, et les accords de Bretton Woods allaient donner naissance à un nouvel ordre monétaire mondial, rattachant les monnaies de tous ces pays à un dollar lié à l'or. La monnaie de réserve est la devise de règlement préférée ou exigée dans le commerce international. Depuis 1920, et encore aujourd'hui, soit depuis près d'un siècle, la monnaie de réserve mondiale, c'est le dollar américain. Le changement dans ce domaine représente un réalignement géopolitique majeur et la durée de vie moyenne des monnaies de réserve mondiale est d'environ 100 ans. Le choc Nixon,
c'est la décision lourde de conséquences prise par le président américain Nixon le 15 août 1971 et qui sonne la fin du système de Bretton Woods. La convertibilité du dollar en or est suspendue par cette décision unilatérale qui reflète les craintes grandissantes des Américains de voir les autres pays exiger la conversion en or de leurs excédents en dollars, le dollar étant convertible en or dans les échanges entre banques centrales. Les banques centrales avaient été conçues pour demeurer indépendantes du gouvernement et comme on l'a vu, le rattachement de la monnaie à l'or constituait un obstacle majeur pour les gouvernements dépensiers. L'émergence de la monnaie papier fiat permis au gouvernement de détacher de l'or la monnaie officielle. Le mot fiat est issu du latin fiat, qu'il soit fait. S'agissant de la monnaie, le terme fiat fait référence à l'autorité, gouvernement souverain dans ce cas, émetteur d'une monnaie qui n'est pas directement échangeable contre une quantité fixe d'un actif quelconque. L'utilisation de la monnaie fiat est souvent imposée par les lois sur le cours légal. Ces dernières exigent que la monnaie fiduciaire soit universellement acceptée par les commerçants et soit la seule monnaie acceptée par le gouvernement pour le paiement des dettes fiscales et notamment des impôts. Le département du Trésor des États-Unis spécifie ainsi que les billets de la Réserve fédérale ne sont remboursables ni en or, ni en argent, ni en aucune autre marchandise et ne sont garantis par rien. Le lien entre monnaie et les contraintes du monde matériel est sévèrement fragilisé. L'impression monétaire peut commencer. On a donc cette transition de la monnaie métallique or vers une monnaie papier qui voit le gouvernement prendre aux dépens des banques privées le monopole de l'émission de la monnaie et fermant progressivement la convertibilité de cette monnaie papier en or. On est bien loin des monnaies métalliques et de l'or sélectionné librement par le marché au fil des siècles pour ses propriétés supérieures, rareté, indestructibilité, infalsifiabilité. Le passage de la monnaie physique à la monnaie numérique a été rendu possible par l'informatique. Cette évolution a éliminé le caractère privé, confidentiel dont on bénéficiait pleinement avec l'argent liquide. En outre, cette évolution a permis au système bancaire d'émettre efficacement de nouvelles unités monétaires par le biais de la dette, les prêts. Ainsi, le développement des réseaux de communication numérique, la prolifération des appareils grand public et la standardisation des protocoles de paiement ont permis l'essor formidable de la monnaie fiat numérique, cette représentation numérique de l'argent liquide. La baisse de leur coût d'utilisation, l'augmentation des vitesses de transmission et des capacités de surveillance voient les monnaies fiat numériques remplacer rapidement les monnaies fiat physiques. L'invention de la carte de crédit a progressivement normalisé l'acte d'emprunter pour consommer. Cela a eu un impact sur la préférence temporelle des utilisateurs, encourageant la consommation à court terme au détriment de l'investissement à long terme et de l'épargne pour une satisfaction différée. On compte aujourd'hui quelques 3 milliards de cartes de crédit actives dans le monde. Dans le monde numérique, le coût marginal de réplication d'un objet est nul. En effet, prenons un exemple simple, vous pouvez sur votre ordinateur et pour un coût presque nul, réaliser à peu près autant de copies que vous voulez de fichiers texte, images, son ou vidéo. Le problème majeur, s'agissant de la monnaie numérique, c'était donc de s'assurer que la même unité monétaire numérique ne puisse être dépensée 2 fois par son propriétaire. La résolution de ce problème était le dernier obstacle à l'avènement d'un système monétaire opérant sans autorité centrale. Comment coordonner la confiance entre des parties étrangères ? Bien, il faut aligner les incitations entre ses participants, récompenser l'honnêteté et sanctionner la malhonnêteté en la rendant prohibitivement coûteuse. Avant Bitcoin, plusieurs tentatives de création d'une monnaie numérique non souveraine ont été entreprises. DigiCash, Cybercash, eGold, BitGold, qui se sont soldés par des échecs.
chacune confrontée à ses propres défis. En concevant Bitcoin, Satoshi Nakamoto a pris le soin d'intégrer tous les enseignements tirés de ces tentatives. La solution innovante, qui vient donc couronner le succès de ce long travail de développement d'une monnaie numérique opérant sans autorité centrale, on la doit donc au mystérieux Satoshi Nakamoto, qui déclare dans le livre blanc de Bitcoin « J'ai travaillé sur un nouveau système de monnaie électronique qui est entièrement pair à pair, sans tiers de confiance. Nous proposons une solution au problème de la double dépense en utilisant un serveur d'horodatage pair à pair distribué pour générer une preuve informatique de l'ordre chronologique des transactions. » Satoshi Nakamoto, 31 octobre 2008. En tant qu'innovation, Bitcoin marque la naissance de la rareté numérique. C'est un fait absolument majeur qui nous permet d'attribuer une valeur à ces unités monétaires numériques. Les propriétés monétaires uniques de Bitcoin et l'effet réseau phénoménal dont il bénéficie en font le premier représentant des monnaies numériques non gouvernementales. Dans le réseau Bitcoin, seuls les jetons qui ont déjà été minés permettent de régler les transactions, tout comme dans une économie basée sur l'or, où seules les pièces d'or existantes peuvent être utilisées pour régler des transactions, alors qu'avec la monnaie fiat, le crédit gouvernemental permet à des jetons inexistants du futur de prendre vie au moment où le prêt est accordé. Safe Dynamus, the Fiat Standard. Le Bitcoin est une monnaie numérique sans frontières dont l'offre est limitée. À ce titre, il possède une vendabilité dans le temps supérieure à celle de l'or. En effet, il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoins minés, et ce, quelles que soient les avancées techniques accomplies en matière de minage de Bitcoin. L'offre de l'or est par contre, comme on l'a vu, susceptible d'augmenter avec les progrès réalisés dans les techniques d'extraction minière. L'augmentation de l'offre d'or peut faire baisser son cours et donc affecter notre capacité à conserver dans le temps la valeur que j'y stocke. Bitcoin possède une vendabilité dans l'espace supérieure à celle de la monnaie fiduciaire numérique du fait de son caractère sans frontières et de la rapidité avec laquelle les transactions sont finalisées. L'argent est et a toujours été une technologie. Michael Saylor. Ce sont les caractéristiques clés de l'or qui ont progressivement conduit à sa sélection comme bien monétaire d'exception. Une valeur qui s'explique également par le travail et la dépense énergétique colossale mobilisée depuis son extraction jusqu'à la production des lingots. S'agissant des monnaies fiat, leur valeur et leur survie dépend en grande partie du monopole de la violence légitime exercée par les États qui contrôlent ces monnaies et imposent leur utilisation à la population. Prenons le cas du dollar américain. Son hégémonie mondiale incontestée jusqu'il y a peu de temps est étroitement liée à la capacité du gouvernement américain de faire voter des budgets permettant de maintenir la supériorité militaire américaine et d'assurer son déploiement autour du globe. Bitcoin, quant à lui, s'appuie sur les technologies cryptographiques pour imposer sa supériorité. Cette supériorité se mesure à l'aune de 5 caractéristiques clés. Robert Breedlove explique en effet que la monnaie est le bien le plus échangeable dans une économie et que les critères permettant de juger des qualités monétaires d'un bien incluent les 5 caractéristiques suivantes. Rareté. La monnaie doit être difficile à produire, résistante à la manipulation ou à la dilution de sa valeur par une augmentation de son offre. Elle doit être divisible. On doit pouvoir combiner et séparer à différentes échelles ces unités. La monnaie doit être aussi portable, posséder une densité de valeur élevée permettant son transport aisé dans l'espace. Elle doit également être durable, résister à l'épreuve du temps sans se détériorer. Et finalement, elle doit être reconnaissable, facilement identifiable et sa valeur aisément vérifiable. La monnaie fiat numérique adapte aux exigences de notre ère numérique un produit, une technologie conçue pendant et pour l'ère industrielle, en conservant tous ses défauts, ses bugs et ses limitations.
C'est un système fermé qui impose des autorisations à ses utilisateurs. C'est une monnaie conçue pour perdre sa valeur au fil du temps. Bitcoin, en revanche, est une monnaie spécialement conçue pour l'ère numérique. C'est une monnaie évolutive, ouverte, sans permission et bénéficiant de toute l'ingéniosité et l'innovation de tous ceux qui bâtissent sur ses fondations. Les monnaies numériques de banque centrale. Les MNBC ne sont pas en concurrence directe avec Bitcoin en tant que réserve de valeur. Elles sont plutôt en concurrence avec d'autres types de rails de paiement et de monnaies numériques pour la domination du marché à l'ère numérique. Les MNBC ne sont ni décentralisés ni sans autorisation. Un facteur clé de leur émergence est la capacité de surveillance et de censure qu'elles confèrent à leurs émetteurs. De plus, nous sommes désormais à l'ère des taux d'intérêt réels négatifs. La pression généralisée pour favoriser l'adoption de ces MNBC par le public, avec simultanément un effort d'éradication de l'argent liquide, vont garantir la dévaluation de la monnaie en termes réels. Lors d'un sommet du FMI en 2020, Agustín Carstens, directeur général de la BIS, la Banque des règlements internationaux, a remarqué concernant l'usage des MNBC qu'on a tendance à établir une équivalence entre ces dernières et l'argent liquide, alors qu'il y a en fait une énorme différence. Avec l'argent liquide, nous ne savons pas, par exemple, qui utilise un billet d'$1 aujourd'hui. Une différence clé avec la MNBC est que la Banque centrale aura un contrôle absolu sur les règles et les règlements qui en détermineront l'utilisation, et nous disposerons aussi de toute la technologie pour l'appliquer. Voilà, un grand merci à Anil, l'auteur de ce diaporama sur Bitcoin et la monnaie. Anil développe des outils pédagogiques absolument remarquables qu'il met à la disposition de tous les bitcoiners. Et donc vous pouvez retrouver Anil sur Twitter, télécharger ses contenus sur son site gumroad.com. Et puis voilà, abonnez-vous à cette chaîne si ce type de contenu vous intéresse pour être averti en temps réel de la publication de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker pour soutenir notre jeune chaîne et partager ce contenu à tous ceux qui, dans votre entourage, pourraient bénéficier de ce type d'informations. À bientôt.